Et puisqu'on est là, puisqu'on est à Nantes, où il y a une forte identité régionale, oui, l'Europe aussi, c'est la défense de l'identité des régions. Les régions se reconnaissent dans l'Europe. Continuons sur les communautés européennes. Moi, je vais vous raconter une histoire. Beaucoup de gens ici, de jeunes, ont sûrement fait Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est ces échanges. Maintenant, rêvons. Rêvons une minute. Moi, j'ai fait plusieurs débats avec des jeunes d'Erasmus. Et ce qui m'a frappé, c'est quand vous discutez avec des jeunes hommes, des jeunes femmes, au moins 30 à 40% de ces jeunes vivent en couple mixte. C'est un métissage européen. Exactement. Mais maintenant, posez-vous la question. Imaginez une jeune Hollandaise dont les parents sont d'origine turque, mais elle est hollandaise, va faire 1 an d'Erasmus à Montpellier. Elle fait la connaissance d'un jeune Français dont les parents sont d'origine algérienne. Ils se rencontrent dans une discothèque, ça arrive pour les jeunes. Ils tombent amoureux, ça arrive pour les jeunes. Ils ont des enfants, ça arrive. Ces enfants, ils sont quoi? Ils sont français? Non. Ils sont algériens? Non. Ils sont hollandais? Non. Ils sont turcs? Non. Ils sont européens. Eh bien, imaginez que enfin il y ait un chef de gouvernement qui fasse au Conseil européen la proposition suivante. Chaque année, au moins 1 million de jeunes Européens fassent un Erasmus, non pas seulement pour les étudiants, pour les apprentis, pour les jeunes ouvrières et ouvriers, partout, faire 1 an en Europe. Eh bien, faites le calcul. Chaque année, 1 million, ça fait 300 à 400 familles métissées. Ça veut dire que l'identité européenne se répand d'une manière extraordinaire dans toute l'Europe et que les gens se reconnaissent avec cette réalité européenne. C'est pour cela qu'on a besoin d'un président qui vraiment défende non seulement l'idée de l'Europe, mais propose. On peut continuer. Vous savez, tout le monde discute sur l'euro. L'euro n'a jamais été une décision simplement économique. L'euro, c'était un moment difficile de l'histoire où la réunification allemande était devant nous. François Mitterrand, qui avait connu la guerre, avait un peu peur, il faut le dire franchement, de l'unification allemande. Il a même été à Berlin-Est en décembre pour essayer de voir s'il ne peut pas y avoir 2 Allemagnes démocratiques. Vous savez la fameuse phrase de François Mauriac, la fameuse phrase « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait 2 ». Eh bien, c'est ça un peu le sentiment d'une certaine génération de la guerre. Et puis, son copain Helmut Kohl lui a dit « François, les Allemands veulent l'unification ». Alors, François lui a dit « D'accord Helmut, mais à une condition, c'est qu'on renforce l'Europe, qu'on approfondisse l'Europe. » Et donc l'euro a été une décision politique et non économique. Mais à partir de ce moment-là, les chefs de gouvernement, y compris Mitterrand, y compris Helmut Kohl, ont agi comme des étudiants en économie, premier semestre, faisant la première étude de Marx. Du marxisme, déterminisme, un peu à côté de la plaque. Ils se sont dit, on fait l'euro, on met la base financière et économique et l'Europe politique suivra automatiquement. Retournez-vous, rien n'a suivi. C'est ça le problème de l'Europe. Et deuxièmement, avec l'élargissement, on a dit qu'il faut élargir ce qui était juste. Mais comme Jacques Delors l'avait dit à l'époque, si vous élargissez l'Europe, vous devez aussi élargir le budget européen, parce que élargir, ça veut dire que vous devez essayer d'équilibrer les déséquilibres socio-économiques.
Le budget européen, c'est 1% du produit intérieur brut européen. Vous savez quel est le budget fédéral des États-Unis? 7% du budget du produit intérieur brut américain. Donc l'erreur de l'euro, ça a été de ne pas donner à l'euro, à la zone euro, gouverner politiquement une capacité justement de répondre aux déséquilibres sociaux, de répondre, d'essayer d'arriver à une convergence fiscale, une convergence économique, et que c'est cela qu'il faut maintenant faire. Oui, je ne sais pas si le président Macron va y arriver. Il ne s'agit pas ici de dire, comme certains le font, vous prenez mon programme ou je me tire. Au contraire, il faut persuader, il faut être capable de faire des compromis. Mais une chose est certaine, l'Europe ne peut pas continuer comme cela. Nous avons une responsabilité sociale en Europe pour les Grecs, pour les Espagnols, pour les Français, pour les Italiens, pour tout le monde. C'est notre responsabilité. Pour cela qu'il est fondamental que la confiance reprenne entre la France et l'Allemagne. Il est essentiel que la France dise « nous sommes prêts à prendre nos responsabilités » pour que les Allemands disent « nous sommes prêts aussi à prendre les nôtres ». L'Allemagne, on ne peut pas continuer avec des visions sociales, économiques, financières, simplement nationales. Il n'existe pas une Europe allemande, où ne doit pas exister une Europe française, une Europe italienne, une Europe finlandaise, une Europe hollandaise. Ce sont des balivernes où il existe l'Europe et la souveraineté européenne, où il n'existe pas d'Europe. Alors, si vous regardez les conflits dans le monde, si vous regardez ce qui se passe, la barbarie en Syrie, si vous regardez ce qui se passe en Libye, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, avec ces deux peuples qui s'affrontent sans perspective, eh bien je suis persuadé que si demain nous voulons jouer notre rôle de paix dans le monde, nous devons le faire par et avec l'Europe et non pas simplement penser par et simplement la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Alors je sais que certains d'entre nous, moi, ont une vision à la longue de l'Europe. Moi, j'ai été frappé par le discours de Victor Hugo à un congrès pacifiste où il a commencé pour la première fois à parler des États-Unis d'Europe. Pour la première fois, il a dit « Viendra un temps où le bulletin de vote, le débat démocratique, eh bien, remplacera les canons et les fusils et nous pourrons d'égal à égal discuter avec les Américains. » Eh bien, cette intuition de Victor Hugo, elle était juste. Je ne sais pas si on arrivera aux États-Unis d'Europe, peut-être pas dans ma vie, mais le petit Emmanuel peut faire avancer cette idée parce qu'il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. Et vous savez, et je vais en finir par là, ne vous laissez pas avoir. L'optimisme, ce n'est pas de détruire, de vouloir détruire l'Europe. L'optimisme, c'est que nous sommes capables, nous Européens, pas simplement nous Français, nous sommes capables d'avancer dans ce rêve. Et comme il y a 70 ans, il était inimaginable ce qu'était l'Europe, eh bien, nous devons imaginer ce que peut être l'Europe dans 50 ou 60 ans. Et ceux qui me disent « Mais regarde, Dany, ça n'avance pas ton Europe », je dis « D'accord, d'accord, c'est difficile. Alors on est français. Quel est le grand moment d'identification de la nation française ? 1789, la Révolution française.
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Combien de temps la France a-t-elle mis pour donner le droit de vote aux femmes? 160 ans! 160 ans après la Révolution française. Alors, ne me racontez pas de balivernes. L'Europe est aussi difficile à construire, l'Europe démocratique, l'Europe sociale, que la France a été difficile à construire en une Europe, en une France démocratique, sociale et égalitaire. C'est la même chose. Et c'est pour cela que, dans 4 jours, on vote non seulement pour Emmanuel Macron, pour qu'il soit au 2e tour, c'est un bulletin de vote pour l'Europe. Et c'est un bulletin nécessaire. Vive l'Europe! Vive l'Europe! Vive l'Europe!